en direct avec Patrick Sommier. Patrick Sommier, homme de théâtre et pas homme de la société du spectacle qu'il essaye d'éviter. Patrick, tu confiais ton récent désarroi de n'être jamais allé à Vesoul. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère Vesoul. Tu as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul, mais moi je n'ai pas vu Vesoul. Et il se trouve que le Roi Lear, qui a été d'ailleurs fabriqué au théâtre de l'Archipel, j'allais dire presque défunt, De Perpignan. de Perpignan, théâtre de l'Archipel, le Roi Lear de Shakespeare, avec Jacques Weber, voilà, est allé à Vesoul, ce qui m'a épaté quand donc même. il y a un lien entre Perpignan et Vesoul. En tout cas, via Jacques Weber. Entre Shakespeare et Vesoul, probablement. Et ils vont continuer sur Shakespeare, me disais-tu, puisque Richard III. Richard III, dans une mise en scène historique du Suisse-allemand de Berlin-Est, Matthias Langhoff, va venir au théâtre de l'Archipel. Je crois que c'est le 8, dans la mise en scène, en tout cas de Matthias Langhoff, mais revisité par Martial Di Fonzobo, un très bon comédien d'une famille d'acteurs qui vient de Buenos Aires. En Argentine, on peut le dire. En Argentine, et qui est un type bien, quoi. Voilà. Alors, toi, pendant tout ce temps, quand on ne t'enlève pas ta voiture, tu es à Paris, et, tu es resté 3 semaines. Non, j'y suis resté 3 mois. 3 mois, oui. Autant pour... Mais il y avait 3 dedans, c'est juste. Il y avait 3. Tu as mis en scène une pièce de théâtre, après tout, c'est ton métier. Justement pas. J'ai mis en scène des récits. Ah, diable! D'Anton Tchekhov, il en a écrit 649, et pourquoi diable, personne en France n'avait eu l'idée avant moi de mettre en scène cette véritable encyclopédie de la fin du 19e siècle en Russie, que sont les extraordinaires récits de Tchekhov. Il faut savoir que les pièces viennent bien après le travail de novelliste, je ne sais pas si ça se dit, de Tchekhov. La Mouette, par exemple, ça vient en 1896 et il écrit depuis 1883. Ça fait 16 ans qu'il écrit des récits pour Le Messager du Nord, pour toutes les grandes revues qu'il y a en Russie. Et le théâtre, ça vient bien après. Les dernières, elles sont même déjà au XXe siècle, les Trois Sœurs, la Cerisay qui est la dernière, en 1904. Mais les 649 récits sont absolument, c'est une encyclopédie, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est un garçon qui voyage beaucoup. Ben, pas trop, parce que Tchekhov, d'ailleurs, ça l'a en partie accéléré son décès rapide. Il est mort en 1904 en Allemagne. Ça lui fait 44 ans, c'est pas énorme. Oui, et pour beaucoup, dans ce décès prématuré, il y a son voyage à Sakhaline qui fait pour... c'est un type qui a immensément aidé autour de lui, qui ne faisait pas payer les moujiks, qui leur construisait des écoles, qui n'a jamais eu un sou parce qu'il a toujours dépensé son argent pour les autres. Type extraordinaire. Il était de gauche? Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Je crois que c'était un fils de serf. Comme voilà, son grand-père avait racheté la liberté de sa famille, moins une fille, mais dans sa grande générosité, le propriétaire foncier qui possédait la famille Tchekhov a fait un tout et a donné la fille aussi. Mais quand on sait ce qu'elle mange. Le baril. et le père de Tchekhov, ça en dit beaucoup. Le fameux grand-père de Tchekhov, qui était le régisseur de la ferme du Barin, était haï des moujiks. On l'appelait la vipère. Je ne sais pas si tu vois. Et le père de Tchekhov... Il faut le recontextualiser, c'était peut-être sympa. Oui, non, c'était pas sympa du tout. Et son père était une petite frappe aussi, une ordure... une grenouille de bénitier, c'est pas une grenouille, c'est un hippopotame de bénitier. Oui, voilà. Donc, mais quel homme extraordinaire. Et contrairement à la comment dire, au politiquement correct d'aujourd'hui, Tchekhov buvait pas mal quand ça lui prenait, allait au bordel, aimait bien baiser,
et est un homme vivant, quoi. Sauf que voilà, Jusqu'à sa mort, en tout cas. oui, il est mort quand même très tôt, quand même. Il y a peut-être un lien quand même. Moi, je mange du tofu, je me fais chier, il mais je vis très longtemps. il était médecin quand même, il savait bien ce qu'il avait. Il est mort de tuberculose. Ah, voilà, rouler des galoches à des routiers roumains, voilà ce qui Et arrive. voilà, et voilà. Et voilà, on leur dit, mais ils ne nous écoutent pas. Alors, t'as combien de textes en scène? Alors, il y a 6 textes, il n'y a pas que Tchekhov. Il y a 5 récits de Tchekhov, et il y a un récit pour terminer le spectacle d'un de ses amis qui a 10 ans de moins que lui, qui est le premier prix Nobel de littérature russe exilé en France, qui était Ivan Bounine. Le tout formant ce que j'ai appelé un jour en été. Ça commence dans la nuit, ça se poursuit par le petit déjeuner, l'après-midi, le soir, et puis ça se termine par une rencontre entre vieux amants. Ça, c'est le texte d'Ivan Bounine. Pourquoi l'été? Parce que quand on pense à la Russie, on pense à l'hiver, et justement, je voulais sortir des clichés. Ouais. Et il y en a tellement sur la Russie que il faudrait saison. Héraclès pour nettoyer les écuries d'Augias de la mémoire quand elle parle de la Russie. Voilà. Donc voilà, alors on a ça. Ça dure combien de temps ton spectacle? Bah, il est terminé, mais il durait 1h15. Vous avez raté, vous êtes vraiment, hein, franchement. Oui, il est resté 3 mois à l'affiche. Ouais. Donc c'était au théâtre de Poche. Montparnasse, théâtre historique de la rive gauche, qu'on appelait les pissotières de la rive gauche d'ailleurs, avec le théâtre de Lutèce, le théâtre de Babylone, etc. La jauge est à combien? 120. Voilà, et l'important c'était de faire. On a rencontré un public qui était assez épaté. Je suis surpris que personne n'ait jamais monté ça. On a peut-être monté un texte célèbre de lui en France, quoique. Je sais qu'Anatoly Vassiliev avait fait un atelier dessus sur la maison avec Mezzanine. Une très belle chose où Tchekhov règle son compte avec Tolstoï. Il n'était pas tolstoïen, Tchekhov, puisqu'il était médecin déjà. Alors, déjà. Oui, déjà. Donc. J'aime pas dire du mal, enfin, il était médecin. Oui. C'est le public qui est venu voir, c'est quel. Il y avait pas mal de Russes. En vrai? Oui. Il y avait pas mal de Russes. Bon, en même temps, c'est un public. Le théâtre de Poche a un public, mais c'est vrai que les gens ont été curieux que ça ne soit ni les fameuses pièces en un acte, on appelle les pièces. Déjà monté 1000 fois. Donc 1000 fois, la demande même par toi, c'est dire jusqu'où ça va aller. La demande en mariage, l'ours, les méfaits du tabac, etc. Ni les grandes pièces, évidemment. Et je suis sidéré que les gens semblaient découvrir ces récits qui sont tous publiés en France pratiquement. Oui, mais. Il y a 3 tomes en Pléiade, par exemple. Qui lit Tchekhov? Qui lit du théâtre? Qui lit, mon cher Nicolas? Qui lit? Qui what, hein, oui. comme disait. Ok. Donc l'idée, oui, déjà, non mais c'est ça. L'idée, c'était de parler de la Russie. C'était de parler de la Russie autrement, et non pas comme dans les films d'Eisenstein. Tout le monde croit que, comme dans le film d'Eisenstein, il y a eu cette bataille féroce devant le palais d'hiver. Manque de peau, et tous les Russes le savent, le palais d'hiver était vide et défendu par un régiment de femmes. Je vous laisse penser ce qui s'est passé après la victoire éclatante de la prise du palais d'hiver vide. Il y a eu un concours de poésie. Il y a eu un concours de poésie, mais là, il y a eu beaucoup de choses sur Saint-Pétersbourg pendant les 9 mois qu'on suivit la prise. Et j'oubliais le croiseur Aurore, le fameux croiseur héroïque Aurore, a tiré 2 boulets qui sont tombés dans la Neva. Voilà. Et ça aussi, tout le monde le sait. Intergalactique. Donc, l'idée, c'était, après quand même 32 ans de travail avec mes camarades russes, je voulais parler de la Russie un petit peu différemment. Et surtout, ce spectacle n'était pas prévu avec les comédiens français au théâtre de Poche Montparnasse au début. Il était prévu avec les écoles de théâtre de Moscou, avec l'école du théâtre d'art du MRAT, l'école Choukine du théâtre Vartangov et le GITIS, l'Institut théâtral de Moscou. On devait venir avec eux, une formidable promotion du GITIS d'ailleurs,
chez Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil et au Festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Et c'était en 2020. Voilà. Et nous sommes 2 heures moins le restés quart. cloîtrés dans nos maisons au lieu de faire du théâtre. Et le projet n'a jamais eu lieu. J'ai pas voulu l'abandonner. Et je l'ai repris avec des comédiens avec qui j'avais déjà travaillé. Alors parle-nous de tes comédiens. Edienne, s'il y en a. Voilà, j'avais fait un spectacle avec eux il y a un certain temps au Théâtre de l'Odéon, qui était toujours un projet sur la Russie qui s'appelait Dom Knigy, la maison des livres, de Mikhail Ossorgin. Et bon, c'était une nouvelle de Sorgin qui racontait comment un petit groupe d'écrivains et de poètes russes, dont Essénine par exemple, avait essayé de sauver des livres qui servaient surtout de boîte de chauffage pour caler des armoires. Mais enfin ça, le camarade qui a écrit... je ne connais que lui, bon ça va me revenir, oui, c'est l'âge. Je ne connais que lui, c'est l'âge, on cherchera sur Google. Oui, bon, ça va me revenir. On a fait ce spectacle où on a inauguré les ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon. Avec, il y a Christiane Millet, qui est une super comédienne, que j'aime beaucoup, je connais un peu parce qu'elle joue la bourgeoise dans... Tu sais, je n'avais jamais m'en rappelé. Voilà, la bourgeoise. Non, alors c'est quoi? C'est une série? C'est un film avec Agnès Jaoui et son ex qui s'appelait Le goût des autres. Voilà, d'accord. Mais elle fait plein de choses avec Laurent Manzoni qui est un bon comédien. Et puis bon, j'avais 3 comédiens. Bon, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Ils étaient bien. Christiane Millet était formidable. D'accord. Et voilà. Puis, est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'on peut le retrouver sur YouTube ou Dieu sait quoi? Aucune idée. Sur YouTube? Aucune idée, parce qu'une fois qu'on fait les choses, je me suis aperçu, par exemple, je t'ai envoyé la presse que j'ai retrouvée, mais que je m'y étais pas du tout intéressé. Donc j'ai fallu que je repêche dans mes mails les avis des critiques là-dessus, et je ne sais pas du tout si ça a été filmé ou pas. D'accord. Ça ne t'intéresse pas? Ça m'intéressait pas. Par exemple, imaginons que moi je vive à Perpignan, ce qui n'est pas le cas, puisque comme chacun le sait, nous sommes dans ma datcha sur les bords de la mer Noire. Voilà, et que, je deviens nouveau directeur du Théâtre de l'Archipel et tiens, pourquoi pas programmer ces lectures? Il faudra lire la presse ou me croire sur parole. D'accord. Croire sur parole, Patrick, vous allez un peu loin. Oui, c'est vrai. Moi-même, je ne sais pas. Le 19 mars, peut-être. Moi-même, je ne sais pas pour la Saint-Patrick, mais pas avant. Donc voilà. Non, mais c'est... Donc c'est un spectacle rescapé qui aurait dû être joué en russe et qui l'a été en français. Il devait être joué en russe, parce qu'à Paris, mais en russe quand même. Oui, par les écoles de théâtre de Moscou. Et puis à la place, il y a eu 3 comédiens français et la guerre. Voilà, oui. Et en cinémascope. La guerre s'interrompt parce que Vladi Vova, ça serait quand même dommage que ce soit pas fait. Et donc, il délivre les écoles pour pouvoir jouer. Tu penses que ça sera jouable ou la vision du russe est impossible maintenant depuis la guerre? C'était lié pas seulement, oublions ça, mais c'était lié à une formidable promotion du théâtre, de l'Institut théâtral. Que j'avais rarement vu ça, sauf avec la promotion du cours du Lgitmik, de l'Institut théâtral de Leningrad à l'époque, qui avait fait un spectacle qui s'appelait Godéamus, qui a tourné dans le monde entier. Godéamus, qui veut dire jouissons. Godéamus Igitur, c'est l'hymne des étudiants qu'on chante dans le nord de l'Europe. Voilà, alors Igitur, c'est... Je connais Godéamus Igitur. Et tu sais ce que veut dire Igitur? Je ne me rappelle plus. À toi non plus. Mais Godéamus, ça veut dire jouissons. Enfin, voilà, réjouissons-nous. 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 Et une promo formidable. Alors l'Institut théâtral, c'est quoi? À Moscou. Ah, d'accord. Oui, non, pour toi, c'est évident. Le GITIS, ça s'appelle, oui. Il y a plusieurs écoles de théâtre qui sont
Ça dépend des ans. Le Guitis étant une valeur sûre, le Wartengoff aussi, le théâtre d'art avait eu une grande école, c'est un peu moins bien aujourd'hui, mais ça dépend des fluctuations, des profs et de la paix civile, on va dire. Mais le Guitis, j'étais sidéré par cette promo qui m'avait complètement sidéré, quoi. Et la promo de ta. C'était des quatrièmes années d'ailleurs qui sont retrouvés un peu. Promo, oui, non mais. Oui. Pas la promotion publicité au sens. Promo, classe. Promo, classe d'âge. Ouais, d'accord. Les quatrièmes années qui sont retrouvés coincés par le Covid aussi en Russie, parce que normalement en Russie, lorsque tu termines, tu passes un examen, tu es obligatoirement et instantanément pris dans un théâtre. Ah, d'accord. Et là, ils sont retrouvés. Sans rien. Et sans rien, exactement. Sans filet, comme on dit chez les trapézistes. Ouais. Mais voilà, je recommande la lecture des nouvelles de Tchekhov. On mettra le lien a posteriori, etc. Qu'est-ce que je veux dire, tant qu'on y est? Mais ici, est-ce que tu accomplis quelques exploits théâtraux ou tu me l'as dit, tu étais comme à La Hague, dans la mesure où tu es retraité? Oui. Non. Je suis en retrait. Ouais. Retraite. J'essaye de. Pourquoi tu continues à Paris? Pourquoi tu. Bon, on serait content parce de pouvoir travailler. Parce qu'il y a des. T'étais à Port-Vendre la dernière fois que je t'ai pas vu? Oui, c'était pas une grande réussite. Enfin, c'était bien. Ouais. Mais l'expérience était navrante, je dois dire. À Paris, parce qu'il y a des producteurs, je peux trouver de l'argent pour monter un spectacle, payer des comédiens, me payer accessoirement et avoir un public. Voilà. Perpignan, on ne s'intéresse pas trop au théâtre. En tout cas, pas plus de 25 fois par an, quoi, 25 jours par an. Ça, donc il en reste 340 quand même. Et moi, c'est ce que coûte le théâtre de l'Archipel et le nombre de... Non, le théâtre de l'Archipel coûte la même chose que dans bien des villes où il y a beaucoup moins de gens encore comme Annecy, La Rochelle, où il y a des grosses baraques comme à Perpignan. Le problème, c'est que en France, il y a un problème avec le théâtre, grosso modo, et qu'on a petit à petit tiré le public vers la facilité. La facilité, c'est le divertissement. Voilà, on fait du divertissement aujourd'hui. Mais réfléchir, parce que la culture, tout le monde s'en tape. Voilà. Oui, mais c'est douloureux. Alors tiens. Non, c'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est la médiocrité. Quand c'est beau, quand c'est intelligent, quand c'est formidablement interprété, c'est toujours un plaisir. Plaisir. Principe de plaisir. C'est ça qui est important. Mais comme nous... Alors, tu le disais tout à l'heure hors interview, les expressions françaises renvoient la culture dans les corps de tout le reste est littérature. Monsieur est poète. Enfin, on se fout. Comme disait mon ancien camarade décédé en 2004, grand parolier, grand poète et catalan, Étienne Rodagil, je me permettrai, excusez-moi, mesdames, messieurs, au Moyen-Âge, un type qui savait lire et écrire, c'était forcément un PD. Donc voilà, c'est à peu près, ça donne une idée de la place qu'on donne à la culture en France. Je ne suis pas homophobe du tout. Non. Mais bon, tu peux faire la salade César, hein, quoi. Donc, à partir de là, oui, tu sais qu'il y a peu, il y avait encore une polémique qui est devenue au-delà de Perpignan, puisque via le jeune Benjamin Baruch-Rossmann s'est monté à Paris sur la culture perpignanaise et Louis Alliot. Tu as lu un article, je t'ai montré un article dans l'Humanité. Ouais. Est-ce que toi, t'as pas d'envie perpignanaise? Tu as fait ton deuil de la culture à Perpignan, c'est définitif? Non, pas du tout. Non, enfin, je vais pas... Tu te nourris quelque part ici? Est-ce que tu y vis? À part chez toi? Ici, pas tellement. Voilà, je vais de temps en temps au Théâtre de l'Archipel. J'ai vu la dernière fois un spectacle navrant qui a fait un tabac, et l'avant-dernière fois un spectacle génial qui avait fait moins de 100 personnes dans la grande salle. Moi qui suis un professionnel, je sais quand même qu'une salle
ça se vide aussi professionnellement. On sait comment faire. Et je Hmm. subodore qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Une cabale, comme on dit. Non, pas une cabale. Non, non, c'est pas une cabale. Mais non, pourquoi J'aime bien. c'est- Je suis très Alexandre Dumas, alors fatalement. Non, non, bah, la culture à Perpignan, c'est pour moi, là, qui vais faire mes courses au Hall Vauban, j'y suis retourné, la navrante Street Art Exhibition qui nous avait déjà donné mal au cœur l'année dernière, je dis bien mal au cœur, tellement c'est épouvantable, sauf quelque chose qui m'a épaté au platane. Mhm. Il y a un petit cube qui m'a mais formidable, mais qui est la représentation d'une gravure 17e, vachement bien foutue, et qui s'appelle Perpignan vue de la frontière espagnole. Ou catalane, je ne sais pas. Rien que le titre. Non, mais magnifique. Alors tout le reste est comme d'hab, n'importe quoi. Toutes les villes de France font du street art parce que ça coûte pas un radis. Oui, voilà. Voilà, Tu mets un cube. Ouais, on met un cube. Tu sais, t'as des dessins d'enfants un peu. Voilà, et après, bon, c'est un côté samizdat aussi. Mais bon, ben voilà quoi. Tu vois, ton problème, c'est que dès que tu t'échappes, tu vas en Italie. Alors évidemment, quand tu reviens, le choc thermique est violent, quoi, tu vois. Oh, en Italie, c'est. En plus, en Toscane. En Toscane, oui. En Toscane, où on a quand même défiguré des villes Il faut bien se venger de sa propre médiocrité. Le pouvoir municipal a été bien plus terrible dans les villes de gauche italiennes que dans les villes dirigées par Alliot & Co. En France. Par exemple, la cathédrale de Sienne, on rentre, on a l'impression d'entrer dans un aéroport avec un portique pour détecter les métaux, un chemin fléché et la merveilleuse Storia della Vera Croce de Piero della Francesca à Arezzo dans la basilique Saint-François. On rentre, moi je l'ai connu il y a 50 ans, à l'époque où c'était la lumière dans laquelle Piero avait peint. Il y avait encore des moines à l'intérieur et c'était de la pénombre, forcément. Aujourd'hui, on a l'impression de rentrer dans une agence bancaire. On a droit à 20 minutes, il y a des grilles partout, et c'est un attentat à la pudeur et à l'art, surtout. Et pris des préservatifs non inclus, on le rappelle. C'est comme ça, en tout cas, dans toute la Toscane. La sublime ville de San Gimignano est devenue, en gros, l'annexe du parking pour les cars de touristes. J'ai même vu, c'est assez poilant, quand on rentre dans la porte principale, en bas de cette petite ville qui était sublime, il y a des marchands de vin parce qu'on fait la fameuse Vernaccia de San Gimignano, un vin comme ci, comme ça, et la première échoppe de vin est tenue par des Chinois. Évidemment. C'est assez rigolo, quoi. Qui sont d'ailleurs très sympathiques. Moi, j'aime beaucoup les Chinois. Qui mordent, comme au Tibet, enfin, en passant. Donc, c'est un problème qui est général, quoi, que ce soit en Italie, en France ou ailleurs. Ceci étant dit, j'ai jamais vu de jardinier dans un parc public en France chanter comme je l'ai entendu, et c'était dans les marches à côté d'Ancône, un jardinier en train de ratisser les allées et en chantant Tosca de mémoire, comme ça, c'était extraordinaire. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas rendu la culture désirable? On a tellement charcuté. Tu parles en France? Oui. En France, on a fait tout pour démolir ce qu'avaient construit Malraux et ses successeurs, Duhamel, Michel Guy, Jacques Lang. Point. Après, on a tout fait pour... la culture, c'est personnel, on n'a rien à faire là-dedans. Quand on lit les discours de Malraux et qu'on entend les conneries qu'on raconte aujourd'hui sur la culture, on est sidéré, on a l'impression d'être devenu un peuple d'idiots. Enfin, c'est terrifiant, quoi. Il y avait un grand truc, il y avait un truc tout simple que les gens de ma génération, j'ai 74 ans, le savent. La culture, ça libère l'homme. Apprendre à lire et à écrire, c'était quelque chose qui a rendu les gens plus libres. Et le savoir, la culture, quelque chose qui les rend plus aptes à affronter un monde plein de contradictions. Aujourd'hui, tout le monde s'en tape.
La culture, c'est la télé, Internet, la mondialisation. Bourdieu a déjà écrit là-dessus il y a déjà un certain temps. Bon. Il en est mort. Oui, il a dû mourir de désespoir, à mon avis. Donc, la question qui se pose désormais, c'est quid, qu'est-ce que tu fais après Je fais un texte, je vais essayer de remonter un texte de Pierre Michon, qui aurait dû avoir le prix Nobel à la place de la dame Annie Ernaux, donc. qu'il a eu, je ne sais pas. C'est parce que n'aime pas les gens d'Ifto. Je l'appelle Heidi Allo, mais oui, Annie, comment vous dites? Annie Oui, c'est Ernaux. ça, oui, oui. Et, et donc, Pierre Michon, notre meilleur, enfin, on a quand même des bons, on a quand même des, il y a quand même des bons écrivains en France. J'aime beaucoup Olivier Rollin, avec qui je suis ami de temps en temps. Et voilà, c'est un très très grand écrivain qui vient de la Creuse, comme ma maman, dans le sud de la Creuse, et qui a écrit et qui a commencé à être connu par un bouquin qui a été publié chez Gallimard qui s'appelait Les Vies minuscules, et qui raconte des histoires de paysans de la Creuse. Et le texte que je monte est un tiers du texte qui s'appelle Maître serviteur, sur 3 peintres, Watteau, Goya et Piero de la Francesca, et je travaille sur celui de Piero de la Francesca. Je vais essayer de faire avec François Martouret, un bon comédien, et un accordéoniste russe, oui, qui vit, faut toujours un accordéoniste qui vit à Milan depuis des années, depuis 20 ans au moins. Voilà. On dit qu'il vit parce qu'il y fait moins froid. Et j'attends des nouvelles, j'espère qu'on va le faire à la rentrée, après l'été prochain. Ah oui, une dernière chose avant qu'on y aille, sur du Poiret, parce que j'ai mis ça de côté. Ton livre. Mon livre, nous avons le 10 mars une date fatidique, puisqu'il y a des mouvements dans la maison d'édition. En principe, ça devrait se faire, et à ce moment-là... Tu as un titre, rappelle-nous le sujet. Le titre s'appelle Chimie. Chimie en chinois veut dire perdu dans le théâtre. D'accord, voilà. C'est joli. Et le contenu, on parle de théâtre apparemment. Une réflexion, oui, mais pas que. Chinois, on parle de Chine, évidemment, de Chine, de Russie, d'Italie, de France, évidemment, mais on parle de Navarre, sûrement. De Navarre aussi. On parle de théâtre. Mais pas que. On parle surtout de notre relation au théâtre, au cinéma. Le cinéma, il y a 2 films dont je parle, c'est Andrei Roublev, d'Andrei Tarkovsky, et un autre qui s'appelle La rivière du hibou. D'accord. La rivière du hibou, c'est des récits d'Ambrose Bierce sur la guerre de sécession. C'est un film très célèbre que tu regarderas sur Internet, parce qu'il y a un final où toute la salle saute en l'air. Ah oui. C'est l'effet popcorn. À l'art, comment on réagit en visitant une exposition et comment on réagit en regardant une pièce de théâtre, ce qui est totalement différent. On est seul, paradoxalement, dans la salle d'expo, même si on est dans un brouhaha avec une foule. Et on n'est jamais seul avec une flûte de champagne, je te rappelle. Non. Et voilà, quelle est notre relation à la peinture, au cinéma, à la musique, comment se forme cette relation intime qu'on peut avoir avec une œuvre d'art. Bon, c'est complexe. Quel est le résultat des stimuli sur le précipité dû à l'art? C'est ce que tu veux nous dire? Non, forcément, c'est une forme de question, mais avec quelques réponses. Voilà, je pense que j'ai beaucoup consulté le bouquin de Nicole Laureau, grande helléniste sur le théâtre, qui avait commencé par une polémique avec Sartre, et le livre qui est très très puissant s'appelle La Voix endeuillée, et il parle du théâtre dans la cité grecque. Et elle dit, dans la cité grecque, il y avait 2 assemblées. Il y avait l'assemblée des citoyens, qui était sur la Pnyx, et non pas à l'Agora, et il y avait le théâtre. Et elle disait, peut-être qu'au théâtre, on disait ce qu'on taisait à l'assemblée des citoyens. Et c'est cette relation très puissante qu'il y a du théâtre à la cité, aujourd'hui complètement
balayé par C'est en tous les bourgeoisie, camarade. Non, c'est pas en bourgeoisie. Non, mais ça, c'est des... J'ai une théorie. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé au tango, c'est-à-dire danse de bordel devenue danse de salon? On a apprivoisé, domestiqué le théâtre. Je suis pas suffisamment savant concernant le tango. J'ai adoré en son temps le Quarteto Cedrón, dont je fredonne encore de temps en temps Los Ladrones, Ouais, les voleurs. Saben Silvar. Mais je sais pas. Non, ça c'est. Il faut pas confondre les infrastructures et les superstructures. Ça tient à la matrice même de la société. On est encore à l'époque des chasseurs-cueilleurs de toute façon, mais on est beaucoup moins civilisé que ne l'étaient les Grecs à Athènes il y a 2500 ans. C'est un peu ma conviction. Et d'ailleurs, on se précipite vers les pays barbares là en ce moment. Enfin, plus exactement, on se précipite vers notre propre barbarie qu'on n'a jamais quittée, mais qu'on a oui, envie. Il y a eu un vague moment. Dans 20 ans, on ira cueillir des baies sur les pentes du monde en tout, ou la fameuse. Alors j'ai découvert ça, qu'il y avait sur les pentes, qu'est-ce que je dis, du Mont Ventoux, du Canigou, c'est pareil. Sur les pentes du Canigou, qu'il y avait une plante qui s'appelle le couscouille. Oui, le couscouille. Alors, ça m'a épaté. C'est qu'on en fait de l'alcool. Je sais. Et t'en as bu, du coup? Non, j'en ai pas bu, mais déjà, je déteste... du couscouille je déteste le truc qui est fait en Corse avec la myrte, l'alcool de myrte. La suze, la suze. Il faut de la suze. C'est pas de l'alcool de myrte? Non, c'est pas de la myrte, c'est autre chose. C'est... La gentiane. La gentiane. En Corse? Ah bon? Il y a gentiane. Moi, je connais la Salers. Salers, j'en ai acheté. Voilà. Elle est toujours pleine. Ah, ben oui, je te donnerai la bouteille parce que. Ah, tu n'en bois plus? Je n'en bois jamais. La dernière que j'ai, c'est toi qui me l'as filée. Je n'en bois jamais. Mais pourquoi tu en achètes? J'aime pas ça. Mais n'en achète pas. J'ai goût, tu sais comment c'est. On a un goût pâteux dans la bouche, on goûte, on dit c'est bon, et puis le lendemain, on dit mais c'est épouvantable. Le lendemain, on se retrouve nu dans un fossé avec une gaine de grand-mère entre les dents, on dit mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? On en est tous là, tu sais pas. Eh oui. Bien, mais écoute Patrick, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, peut-être, est-ce que tu as toujours ton site où on pourrait retrouver une partie de tes aventures? Alors, mon problème, c'est que mon site est bloqué par son comment on appelle ça, hébergeur. Oui. Donc, il s'arrête à 2019. Donc, voilà. D'accord. Je n'ai pas payé la cotisation. Ah ben bravo. Eh oui, je n'ai pas les moyens, c'est triste. IPCD s'enrichit, mon cher Patrick. Oui, je sais, oui. On va dire ça à la mairie de Perpignan, d'ailleurs. Là-dessus, on se quitte et on se dit à bientôt pour la suite de tes aventures locales ou ailleurs.